Voilà, donc je m'appelle André Varenne. Je m'occupe du musée depuis 1989. Euh, alors j'ai commencé à la mine en 1965 comme apprenti électromécanicien. Et puis après, j'ai fait toute ma carrière sur le puits Pigeot en tant qu'électromécanicien, ensuite agent de maîtrise. En 1983, le fonds a fermé et je me suis retrouvé à la tête des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise des houillères du bassin Centre-Midi. Donc j'ai changé carrément de métier, mais en fait je suis quand même un dinosaure qui a fait toute sa carrière dans la même entreprise et sans être abonné au chômage. Alors voilà, donc ce musée il a été voulu par les retraités CGT de la mine. Au début, c'était quelque chose qui était un petit peu contre nature, puisque pour beaucoup de mineurs, un musée, c'est la fin d'une exploitation. Mais les anciens ont eu quand même l'idée qu'il fallait commencer avant que la fermeture des houillères soit effective, de façon à récupérer le plus de matériel possible. Et ils ont bien fait. Et maintenant, donc, ce musée a été aménagé en fonction d'un circuit de visite. Et ma foi, je dois dire que cette année, en 2025, on a eu jusqu'à présent plus de 200 visiteurs. C'est la première année que ça arrive. Donc entre les écoles, les enfants des écoles, l'université Jean Monnet, un groupe folklorique aussi qui a voulu faire, qui a choisi le musée pour cadre d'une interprétation d'une vidéo, donc d'une chanson. Ils sont venus en groupe, ils ont filmé, ils étaient très, très heureux du cadre. Et puis voilà, puis des visites comme d'habitude, bien entendu, des visites à titre anonyme, des groupes. Alors, notre clientèle, entre guillemets, s'étale entre des enfants de 6 ans jusqu'à des personnes adultes dont je dirais l'âge, puisqu'il y en a quand même qui sont assez âgés. Et bon, je crois que la limite, en fait, il n'y en aurait pas s'il n'y avait pas ces escaliers qui sont à l'entrée. Alors c'est très facile. En fait, le plus classique, c'est nous sommes ouverts tous les mercredis après-midi de 14h30 à 17h. Là, on peut venir à n'importe quelle heure, en sachant bien sûr qu'il ne faut pas venir à 17h pour une visite d'1 heure. Mais bon, à la limite, on pourrait rester jusqu'à 18h, c'est pas un souci. Sinon, pour les groupes un peu plus importants, je dis groupe à partir de 8-10 personnes, c'est sur rendez-vous, avec les renseignements que l'on trouve sur Internet, musée de la mine la Ricamarie, il y a tous les coordonnées. Et à la limite, téléphoner à la mairie qui donnera tous les renseignements. Parce qu'à la mairie, il faut dire une chose, j'ouvre là aussi une petite parenthèse, quand ils entendent mineur à Ricamarie, ils pensent André Varenne. Donc l'aiguillage est vite fait, bien fait, c'est sur mon téléphone portable, ça arrive. Donc il n'y a pas de souci, les groupes. Alors les groupes, bon, on est limité, on a une jauge quand même de sécurité jusqu'à 19 personnes, mais quelquefois on a dépassé largement cette jauge, parce que alors après on se divise, on s'organise, on fait 2 groupes, etc. avec les collègues, donc on arrive à faire des visites un petit peu divisées. Bon, c'est sûr que on se répète un petit peu, mais enfin bon, ça se passe la plupart du temps pas trop mal. Les enfants, c'est un public quand même qui est beaucoup plus difficile,
Moi, je dis qu'en dessous de 8 ans, c'est même pas la peine de venir, mais enfin, les instituteurs tiennent à faire des visites avec leurs élèves. Alors, c'est bien plus dur parce que les enfants n'ont pas une attention très soutenue. Il y en a qui sont un petit peu dissipés, ils courent un peu partout dans le truc. Mais enfin, bon, ça se passe bien, quoi. Il suffit qu'ils soient, moi je dis toujours aux instituteurs de préparer les enfants quand même, et puis de venir avec suffisamment d'accompagnateurs de façon à encadrer la jeunesse, quoi. Avoir une journée de travail à la mine, c'est pas très difficile, c'est très organisé en fait, hein. Moi je dis toujours, la mine, ça demande une organisation stricte, comme à l'armée. En fait, il faut être très discipliné. Et alors, je prends un poste classique du matin. Donc, l'embauche, comme on dit dans certains milieux, se fait à 6 heures et jusqu'à 14 heures. Alors, la première chose, évidemment, c'est la première cordée se fait à 6 heures, donc il faut arriver un petit peu avant, le temps de se changer dans les lavabos et non pas dans la salle des pendus comme disent certains, puisque dans la Loire, on n'a jamais appelé les lavabos salle des pendus. Donc on se change dans les lavabos, on se met en tenue de mineur. Alors le mineur de A à Z, hein, on pose complètement les vêtements civils pour prendre la tenue de mineur. On passe par la lampisterie où on récupère notre lampe et on descend. On descend dans la mine, donc avec un ordre de descente qui est, je dirais, orchestré par les fameux jetons de présence. C'est-à-dire qu'on donne le jeton, je parle pour le personnel évidemment qui est complètement dans le poste, hein, pas le personnel isolé. Les jetons sont donnés au réceptionniste qui est à la base du puits et qui est donc qu'on appelle un mineur de puits. Celui-ci enfile les jetons sur une tige filetée et donc évidemment le premier descendu va se retrouver au fond de la tige filetée, mais pour la remontée, la tige filetée est retournée et le premier descendu est le premier remonté. Donc ça donne un ordre de descente et un ordre de remontée évidemment. La remontée, donc le poste se fait en fonction des chantiers affectés. Donc évidemment, chacun a son poste, hein, entre les piqueurs. Alors, quand on est au fond du puits, évidemment, on n'est pas sur le chantier même. Il faut encore faire un petit trajet assez long. La plupart du temps, ça se fait en convoi. Donc, il y a des convois de bennes, des bennes qui ont été aménagées en wagons voyageurs, c'est-à-dire qu'elles ont été recouvertes et puis des planches de bois ont été fixées à l'intérieur. Et les ouvertures ont été faites sur les côtés parce que c'est toujours très dangereux d'escalader une benne qui est assez haute. Et en plus de ça, il y a le trolley qui est au-dessus de nous. Le trolley, c'est donc le fil qui est à 600 volts. Si on touche, ça fait un petit peu mal. Donc le convoi achemine le personnel jusqu'au chantier d'exploitation. Il y a encore une petite chantier d'exploitation, donc je dirais l'entrée est assez loin du chantier où on pique le charbon, c'est-à-dire la taille. Et puis donc une fois que je prends les piqueurs ou les soutireurs font leur journée à la taille avec un abattage bien déterminé. Et la journée se termine et on remonte le poste et voilà. Donc je disais, bien entendu, à l'intérieur du métier de mineur, il y a toutes les spécialités. Alors, le plus noble, bien sûr, c'est le piqueur, ensuite le soutireur, puis ensuite vous avez tous les corps de métier, tuyauteur, ajusteur, hydraulicien, électromécanicien, etc., qui chacun a sa tâche et évidemment contribue à la remontée du charbon.
c'est pas mal d'évoquer ça, parce que, par exemple, en 1946, il y avait 26 000 mineurs dans la Loire, et un emploi de mineur, c'est 3 emplois induits. C'est-à-dire que, grosso modo, grâce à la mine, ça faisait 100 000 personnes au travail. Parce que la mine, évidemment, c'est une entreprise de main-d'œuvre. Surtout dans la Loire, puisque on a toujours eu du mal à mécaniser l'abattage. Et donc, évidemment, un piqueur, ça occupe que 3 mètres de chantier. Donc, sur 100 mètres, il faut des piqueurs. Et de l'autre côté, il faut autant de soutireurs. Donc, ça fait du personnel, plus tout le personnel, je dirais, annexe, ceux qui acheminent le matériel, le soutènement, etc. Donc, ça fait du monde au travail. Je dirais quand même dans un quartier, alors l'exploitant a été obligé de diviser la mine en compartiments, c'est ce qu'on appelait les quartiers, de façon à ne pas reproduire ce qui s'était produit à Courrières, dans le Nord, et une catastrophe en 1901, si mes souvenirs sont bons, qui a fait 1100 morts. Ça fait quand même du monde. Alors, l'exploitant a dit, voilà, il ne faut plus que ça se reproduise. Bien sûr, dans la mesure du possible, éviter des explosions de grisou, mais on va compartimenter les chantiers de façon à ce qu'il n'y ait pas plus de 200 000 heures par quartier. Et donc, bien sûr, 200 victimes. C'est cynique, mais assez efficace. 200 morts, c'est toujours trop, mais enfin, c'est comme ça. Alors, en nombre de tués grisous, parce que au-delà du grisou, il y a d'autres dangers à la mine, mais on a fait une affiche un peu plus loin, là, autant de morts, plus de morts qu'à Courrières, en cumulé évidemment. Alors bon, autant que je me souvienne, le plus qu'on a eu dans la Loire, c'est 63, donc la catastrophe de la Chana. Ça commence à faire. Le grisou est un compagnon incontournable de la mine, du mineur. Et dans toutes les exploitations en France, il y a du grisou. Le grisou, évidemment, c'est du méthane. Du méthane qui a été produit au moment de la formation du charbon, qui provient de la décomposition de matière organique, et automatiquement le charbon a emprisonné du méthane. Méthane, c'est H4, donc très explosif, entre 6 et 16%, mais on évacue les chantiers à 2%. Et on contrôle le plus possible la teneur en gaz des chantiers parce que, en plus d'une présence permanente, il y a ce qu'on appelle les dégagements instantanés qui peuvent passer d'un pourcentage très, très élevé d'un coup comme ça, d'un seul. Et donc, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, surtout, je dirais, avant les années 60-70, là on a mis en place la télégrisoumétrie, donc on contrôlait beaucoup plus les teneurs en gaz des chantiers. Mais on ne pouvait pas empêcher les dégagements du grisou, d'autant plus que la pression atmosphérique du jour influe sur l'évacuation du gaz. Donc le gaz ne se comporte pas toujours de la même façon. Quand on a des dépressions au jour, on a beaucoup plus de mal à évacuer le grisou. Ça se fait naturellement en plus, personne ne décide. Alors évidemment, on a toujours la possibilité dans les mines modernes de faire varier la rotation du ventilateur qui est sur le puits en tour d'air
de façon à accélérer ou réduire l'aérage de la mine. Puisque l'aérage de la mine se compose toujours, donc une mine, c'est toujours un puits entrée d'air, les galeries et un puits retour d'air. Et le puits retour d'air, à sa bouche, il y a un ventilateur qui crée une dépression parce que l'air ne s'engouffre pas spontanément dans la mine à 1000 mètres de profondeur. L'air passe son chemin plutôt que de s'enfoncer à 1000 mètres de profondeur. Donc il faut le forcer à descendre par le puits entrée d'air, à aérer les chantiers, aérer en oxygène, bien sûr, de façon à ce que les mineurs puissent vivre, et à remonter de l'autre côté par le puits retour d'air et, occasionnellement, accessoirement, évacuer le jeu. Alors, le pénitence, c'était effectivement, ça se passait donc à l'époque Napoléon III, c'était un prisonnier de droit commun à qui on proposait une remise de peine contre une descente avant le poste. Donc, un poste à 6 heures du matin, c'était une descente pour lui à 4 heures du matin. Et ce garçon devait, il était tout seul dans la mine évidemment, devait enflammer le grisou. Enflammer, comme je disais tout à l'heure, le grisou est très explosif, entre 6 et 16%. Le grisou est incolore, inodore et plus léger que l'air. Donc il se trouve toujours en haut des galeries. C'est pour ça que le monsieur, comme on a l'entrée, on a mis un mannequin, revêtait une tenue de toile de jute, très humidifiée, de façon à ce qu'il ne prenne pas feu. Et il s'étendait par terre, et avec sa perche, avec sa flamme, il purgeait toutes les poches de gaz. Alors bien évidemment, c'était le gros souci. S'il était en dessous de 6%, ça s'enflammait. Si manque de peau, il était entre 6 et 16%, ça explosait. Il y a eu, c'est un petit peu vague dans l'histoire de la mine, mais on dénombre 7 à 8 pénitents qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, dont un à Fermilly. C'était quand même un risque. Bon, mais contre une remise de peine, bien entendu, c'était peut-être... bon, ils faisaient le choix, hein, de toute façon, personne ne les obligeait, mais bon, c'était quand même risqué. Alors bien, c'était une époque, quand même... les exploitants de l'époque, bon, c'était les privés, hein, c'était les compagnies privées, pensaient surtout à faire du charbon plutôt que de penser à la sécurité de tous. Alors bien entendu, bon, ils avaient quand même le souci de ne pas trop tuer des gens, hein, mais surtout le souci de faire du charbon. Parce que le charbon à l'époque c'était le pétrole. Hein. Et donc ils gagnaient des sous avec ça. Hein, et bon, ça a occasionné bien sûr toute l'histoire de la mine et de ses luttes, hein, puisque les mineurs étaient mal payés. En plus de ça, c'était un petit peu de tout temps dans les mines. On a payé les piqueurs à la tâche, à l'abattage, le nombre de mètres cubes ou de kilos abattus. Et il se passait une chose, c'est que les mineurs avaient tendance, pour gagner davantage d'argent, à négliger le boisage de leur chantier. Ils tombaient d'abord le charbon, puis après, s'ils avaient le temps, ils boisaient. Et ça n'allait pas dans le sens de la sécurité, bien entendu. Je rappelle que, bien entendu, les mines ont commencé le moins profond possible, donc par les affleurements. Dans la Loire, on trouvait du charbon quasiment en creusant, en bêchant le jardin. Quoi. Et puis, bien entendu, au fur et à mesure, on est descendu jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et à cette profondeur, évidemment, il faut quand même penser qu'on a 1000 mètres de terrain à tenir.
Alors, le boisage, le soutènement, plus exactement, puisqu'il y a du soutènement métallique et du soutènement en bois. Donc, le terme boisage, ça s'attribue plus à des galeries qui sont boisées en bois. Boisées en bois, hein, c'est presque un pléonasme, mais il y a aussi le soutènement. Alors, en fin d'exploitation, je disais 1000 mètres de profondeur. À cette profondeur, on n'arrive pas à tenir avec quoi que ce soit les 1000 mètres qui sont au-dessus de nous. Donc, on freine l'éboulement qui se fait petit à petit. En plus de ça, on est pris entre deux feux parce que je dirais que le plafond descend, vu le poids et la masse de terrain qui sont au-dessus de nous, et le parasol, donc le plancher de la mine en quelque sorte, il n'y a pas de boisage. Et donc automatiquement nous sommes en 3 dimensions et les galeries ont tendance à se remplir par le plancher, la sole. Et évidemment, on a le plancher qui monte et le plafond qui descend et les mineurs sont mieux. C'est-à-dire qu'une galerie comme celle que nous avons à l'entrée, qui a 2,80 m, 3 mètres de hauteur, 6 mois après, elle se retrouve à 60 cm de hauteur. C'est pour ça qu'en fait, on creuse toujours les galeries jusqu'au fond de la couche et on exploite le charbon en revenant vers le puits, de façon à ne pas avoir à entretenir des galeries. Parce qu'entretenir des galeries, c'est un truc qui, d'abord, n'est pas une sinécure et ça coûte cher. Les galeries, quelquefois on est obligé de les entretenir. Alors ça se fait par 2 méthodes. Méthode de ce qu'on appelle, c'est vraiment un terme minier, le rebrancher, c'est-à-dire qu'on creuse le plancher en quelque sorte. Comme le charbon est remonté par la sole, on enlève ces produits qui réduisent la section et on gagne 5 à 6 mois de galerie. Et puis alors, la deuxième solution, alors là c'est la solution, là on y va à fond, on reprend la galerie. Et reprendre une galerie, c'est ce qu'on appelle l'élevage, donc on remonte le plafond en quelque sorte. C'est toujours plus difficile que de creuser une galerie vierge, parce qu'il faut d'abord enlever le soutènement qui est en place, creuser et remettre du soutènement neuf. Alors bien entendu, la ricamarie, on pense aussi à Michel Rondet. Michel Rondet était natif du Chambon-Feugerolles. C'est je dirais, il a été mineur, mais par le fait qu'il n'était pas complètement issu du monde minier, c'est-à-dire vraiment de la base ouvrière, il a eu quelques difficultés à se faire adopter par les gens de la mine, les mineurs en quelque sorte, et puis d'autant plus que parallèlement, il menait une carrière politique. Et donc, on le voit bien d'ailleurs dans le film Germinal, le rôle est un petit peu difficile. Néanmoins, on doit quand même à Michel Rondet la création de la caisse fraternelle. Alors c'est une caisse qui a été pensée par Michel Rondet pour, je dirais, rémunérer les mineurs qui étaient malades ou qui étaient blessés. Souvent blessés, bien entendu, par le fait du danger de la mine. Et donc, cette caisse était gérée par les ouvriers eux-mêmes, c'est-à-dire moyennant une cotisation, hein, exactement ce qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été la base de la sécurité sociale. Donc, les mineurs cotisaient
et constituer une caisse de façon à pouvoir continuer d'être rémunérés quand ils étaient en arrêt de travail, obligés d'être en arrêt de travail. Les exploitants qui avaient leur propre caisse ont très mal vu cette intrusion, je dirais, ouvrière dans leur gestion, mais avec l'appui des politiques, ils ont bien été obligés de co-gérer. Donc c'est devenu une gestion paritaire entre exploitants et ouvriers de cette caisse de sécurité sociale. Alors Michel Rondet a été impliqué dans la fusillade de Boulay, contre son gré, bien entendu, parce que ça a été la fusillade du Boulay, c'est quand même une histoire pas possible, qui a fait 14 victimes. Et là, on voit bien que le pouvoir napoléonien donc, a engagé la troupe pour rétablir l'ordre dans les mines. À la demande d'ailleurs des exploitants. Parce que les exploitants ont profité d'une grève dans toutes les mines de la Loire pour essayer de vendre leur stock. Et c'est d'ailleurs la base de cette histoire qui a provoqué la fusillade du Boulay, puisque les exploitants ont demandé aux autorités, donc à la troupe évidemment, de dégager les puits de mine de façon à ce que les convois puissent être chargés pour être exposés et envoyés dans le charbon puisse être envoyé dans les aciéries qui étaient très demandeuses évidemment. Les mineurs grévistes qui revendiquaient la journée de 8 heures suivant des critères internationaux et qui réclamaient évidemment comme toujours une rémunération supérieure, se sont opposés au chargement des convois. Et évidemment, la troupe a voulu faire sauter le blocus. Des arrestations ont été effectuées et un groupe de mineurs a été convoyé à la prison de Bizillon à Saint-Étienne par notre ami, le capitaine Gosseran. Gosseran qui a complètement perdu son sang-froid quand il est arrivé devant un comité d'accueil situé justement sur le sentier du Boulay. Et là, ça a été l'affrontement et donc l'ordre du feu a été donné par Gosseran et qui a fait 14 victimes. Et l'histoire, certains récits disent que les mineurs, la troupe ne s'est pas contentée de mitrailler, mais elle a poursuivi les gens qui s'enfuyaient, bien entendu, hein, parce que des pierres contre des balles de fusil, le combat était un petit peu, je dirais, irrégulier. Hein, et inégal. Et voilà, donc les prisonniers, dont Michel Rondet, ont été emmenés à la prison. Les prisonniers ont été condamnés. Le capitaine Gosseran a été décoré par le pouvoir napoléonien de la Légion d'honneur. Après, suite aux pressions politiques, tous les mineurs ont été graciés, mais ils avaient quand même fait un petit stage en prison. La mine, c'est quand même un milieu complexe, hein, qui a connu, il ne faut pas oublier qu'en une exploitation, on est parti d'une traction, par exemple, des convois par des chevaux, pour arriver à une électrification de la mine dans les années 50-60, 1950-1960. On a connu une période aussi, je dirais, très importante dans la mine au niveau du soutènement, puisqu'on est passé au soutènement hydraulique. Le soutènement hydraulique, c'est quelque chose d'inouï dans la mine. D'abord, une sécurité pas possible, puisque très augmentée par rapport au soutènement mécanique. Et aussi
réduction de la peine des mineurs, hein, puisqu'une taille qui est équipée en soutènement hydraulique, je souligne au passage un soutènement hydraulique fabriqué par les Ben Marel à Saint-Étienne. Donc un soutènement marchand, ça dit bien son nom, marchand avec un T, c'est un soutènement qui marche tout seul et donc qui évite toutes les manutentions de boisage de soutènement, un soutènement qui était très lourd et donc avec une sécurité accrue, puisqu'une pile de soutènement marchand, chaque vérin peut soutenir 340 tonnes. 340 tonnes, c'est le poids de la TGV. Donc la bine a beaucoup évolué, alors aussi en sécurité, puisqu'avec un soutènement comme ça, pratiquement les éboulements en taille ont été complètement supprimés. Il y a une avancée aussi qui a été faite, c'est au niveau électrique et électronique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'introduction de l'électronique, je dirais balbutiement de l'électronique, on a pu contrôler en permanence le grisou. On a même été jusqu'à pousser la petite plaisanterie, jusqu'à maîtriser le flux d'aérage, de façon à ne pas envoyer du grisou sur des chantiers avec la ligne électrique sous tension. Puisqu'il faut, je répète, le grisou est plus léger que l'air, donc se trouve toujours en couronne, et c'est là où on met les câbles électriques pour éviter de les blesser par des chutes de blocs, des chocs par un convoyeur, par exemple, qui pousse un fer qui blesse un câble. Donc, on laissait passer la poche de gaz, on coupait le courant, donc en fonction de la vitesse d'aérage, évidemment. Alors, par exemple, 60 mètres de galerie, c'était défini à l'avance. Donc on disait, bon, avec l'aérage, cette galerie va être parcourue pendant 3 minutes par la poche de gaz. Et donc on coupait le courant pendant 3 minutes et automatiquement, une fois que la poche de gaz était passée, on remettait le courant, automatiquement évidemment. Et les points d'analyse, donc c'était effectué par des grisomètres multifonctions, transportables GTM, grisomètre transportable multifonction. C'était des petits appareils de la valeur de 2 boîtes d'1 kg de sucre en plastique, et donc très léger et on pouvait les mettre n'importe où, n'importe comment, là où il y avait du gaz. J'ouvre une petite parenthèse, ces appareils, donc grâce à l'électronique, ont remplacé des premiers coffrets d'analyse qui faisaient 200 kg. Donc un truc de 3 kg remplaçait avantageusement, avec beaucoup plus de précision et bien sûr de points d'analyse, donc toutes les 15 secondes, hein, une analyse toutes les 15 secondes. Et donc c'était une sécurité très augmentée. Et évidemment, une retransmission de la teneur en grisou au jour, et donc qui était inscrite sur des graphiques. Et c'est là qu'on pouvait, à partir de ces graphiques, qu'on pouvait faire des études du comportement du grisou dans la mine. C'est-à-dire qu'après, les teneurs en gaz sont très liées à la nature du charbon, les chantiers, l'aérage, parce que l'aérage, évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'aérage principal, c'est le circulaire classique, entre le puits entrée d'air et le puits retour d'air, mais on a des aérages secondaires. Par exemple, les galeries en cul-de-sac sont aérées par des ventilateurs. Automatiquement, le ventilateur, bon, c'était des ventilateurs qui étaient assez puissants, à 20 ou 30 chevaux, mais ça dépendait de la longueur. Alors le ventilateur, bien sûr, envoyait de l'air en front de chantier.
Alors là aussi, c'est toujours pareil, hein. Entrée d'air, retour d'air. L'entrée d'air, le ventilateur aspirait l'air et en refoulement, on l'envoyait dans ce qu'on appelait un vent-tube, c'est-à-dire un gros tuyau qui à une certaine époque a été métallique, mais qui dans les mines modernes a été donc c'était un tuyau en nylon, hein, alors de 800 de diamètre, 800 mm de diamètre. Et ça, c'était l'entrée d'air. Donc l'air pur se trouvait dans le tuyau, dans le vent-tube, et le retour se faisait par la galerie elle-même, la galerie qui était le retour d'air. Alors évidemment, dans des chantiers comme ça, c'est plus difficile d'évacuer le grisou vite fait, bien fait. Et c'est là qu'il était évidemment très contrôlé, puisque en avancement, au bout de l'avancement, il y avait tout le dispositif qui voyait si on était bien dans les normes. Parce qu'évidemment, en avancement au charbon, on trouvait du grisou. Alors moi je suis pour la culture locale et les racines. Et d'ailleurs, on trouve bien dans le parler mineur, et donc au fond de la mine, on parlait gaga, hein, automatiquement. En plus, avec un langage complètement professionnel et minier. Mais dans la mine, personne n'avait honte de ses origines. Mais en plus de ça, c'est que je dirais que c'était une autre époque. L'exploitation, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Il y aurait l'exploitation minière. Je me demande d'ailleurs comment ça se passerait, parce que l'esprit du mineur ne se retrouve que dans la mine. On ne peut pas retranscrire ailleurs ce qui était l'ambiance du fond de la mine. Au fond de la mine, je dirais, bon, en nuançant quand même qu'il y a eu un esprit avant 68 et un esprit après 68. Avant 68, il y avait quand même une hiérarchie des ingénieurs qui étaient comme le général d'armée, hein, c'est-à-dire qu'on se présentait chez l'ingénieur avec le petit doigt sur la couture du pantalon. 68 a quand même planifié, a rasé les différences de la mesure des gens, quoi, des ouvriers. Bon, après, ça se mélangeait plus facilement avec les ingénieurs. D'autant que c'était un tout, hein. L'ingénieur, lui, par définition, souvent, c'était des gens qui étaient à l'école, qui connaissaient tout de l'exploitation minière, si tant est qu'on puisse tout connaître de l'exploitation minière. En théorie, c'est facile, sur le terrain, c'est plus difficile. Le métier de mineur, de par sa pénibilité, de ses dangers, crée automatiquement une solidarité qu'on ne connaît pas ailleurs. Et là, dans la mine, souvent, l'électromécanicien donne un coup de main au boiseur qui est en train de griller, comme on dit en gaga, pour mettre son élément de soutènement, et vice-versa. Hein, le piqueur pouvait aider les électromécaniciens à ranger leurs coffrets, à riper les engins de dessert, etc. Donc c'était un milieu très particulier. Je dirais que il n'y avait pas d'écologie reconnue comme aujourd'hui. Néanmoins, les ennemis de l'exploitation minière se sont servis de la pollution, je dirais naturelle, générée par les mines, pour accélérer la fermeture. On a vu dans certaines villes des réunions de quartier où la ménagère de moins de 50 ans a été très largement conviée pour expliquer que quand elle étendait son drap à l'étendage,
il était plus sale quand elle le ramassait que quand elle l'avait mis. Tout ça pour la faute des mines, bien entendu. Alors la mine, évidemment, c'est polluant, c'est dangereux. Je fais remarquer quand même que par rapport au nucléaire, la mine n'a tué que des mineurs, n'a pas tué du civil. Tandis que les centrales nucléaires qui ont été catastrophées, comme Tchernobyl, etc., ont eu des victimes civiles. Je dirais que la mine rapportait beaucoup d'argent à une certaine époque, et de l'argent aux exploitants, et d'argent aux communes qui avaient la chance. Pour elles, peut-être c'était la malchance, mais qui avaient la chance d'avoir des usines, au sens large du terme, implantées sur leur territoire. Je prends l'exemple du Chambon-Feugerolles, qui avait des puits sur son territoire, Flottard notamment, qui avait quand même, je dirais, en 1965, un puits, c'était 800 bonhommes aux 3 postes, qui avait donc la coquerie de la Silardière, une usine donc, qui fabriquait des coques importantes, et la centrale du Bec, la centrale thermique du Bec. Donc une taxe professionnelle pour une seule ville très intéressante. En plus, les exploitants, quand ils utilisaient une voie publique, ils la dégradaient, mais ils la dégradaient toujours. Donc les villes demandaient à l'exploitant de remettre en état la voie communale. Et donc les ouvrières goudronnaient et entretenaient les voies communales. Je dirais bien entendu, hormis les fumées naturelles d'une centrale thermique ou d'une coquerie, il y a aussi le lieu de stockage du charbon. Et ça se passait dans la vallée de l'Andenne, ça se passait à Flottard. Donc il y avait un très grand terrain, plusieurs hectares, qui était destiné à stocker le charbon, avec des voies ferrées qui arrivaient au milieu du jeu de mots, comme on dirait, et donc qui permettaient de former des convois destinés à la SNCF. Du charbon, pratiquement en poudre. Le charbon industriel, ce n'est pas des noix, des noisettes, des boulets. C'est de la poudre. Et donc, évidemment, les Jourdains, c'était une grosse envolée de poussière qui salissait le drap de la ménagère. Évidemment, c'était donc des arguments qui ont été utilisés pour accélérer la fermeture de la mine. Fermeture de la mine qui ne s'est pas faite comme ça du jour au lendemain, qui a été plus ou moins organisée au fur et à mesure que le pétrole arrivait en concurrent vaillant et conquérant, donc pour remplacer le charbon. Après, on peut penser ce qu'on voudra, hein. La mine c'est évidemment polluant. Quoique, on peut réduire la pollution. Mais la mine, à l'époque, c'était la souveraineté du pays. On n'avait pas besoin d'aller chercher du pétrole, d'acheter du pétrole. On avait tout sur place. Et c'était quand même un combustible qui était très important dans l'industrie et même pour le chauffage domestique. Donc après, je dirais que c'est un choix politique. Bon, on veut pas de pollution, donc automatiquement il faut supprimer les mines. Je fais remarquer que ceux qui ont prôné la fermeture des mines ont été peut-être un peu vite en besogne, parce qu'aujourd'hui, on en serait à vouloir exploiter une mine. Mais
c'est qu'on ne remonterait même plus du charbon. On remonterait le grisou, le méthane, qui est très utilisé maintenant, qui est la source miraculeuse. Je dirais même que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un peu trop de méthane, parce qu'on récupère du méthane par exemple, dans l'enfouissement des ordures, dans la Satrone. Donc le méthane est capté, envoyé pour alimenter soit des alternateurs, soit des chaudières, soit faire du chauffage direct. Le méthane peut se récupérer dans la mine. Il suffit de creuser, mettre un tuyau, et on récupère le méthane en surface. Il n'y a même pas besoin de descendre au fond de la mine. Et on ne polluerait même pas. D'ailleurs, ça se fait. Mais pas chez nous. Nous, on a essayé tout un tas de trucs. On a même essayé la gazéification du charbon in situ. Ça n'a pas donné des résultats satisfaisants. Par contre, aujourd'hui, la récupération du méthane, c'est bien. En plus, il nous fait la mobilité de remonter tout seul, ce méthane. Donc c'est quand même quelque chose qu'il aurait fallu, à mon avis, garder. Mais c'est toujours pareil. Pour des considérations écologiques et économiques, il fallait fermer les mines, et puis les pétroliers, ils poussaient à la roue. Dans le même ordre d'idée, je vais faire passer le monde minier pour un précurseur. En ce qui concerne la sécurité sociale minière, avec tout son réseau de soins, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les dispensaires. Donc un dispensaire, c'était consultation médicale avec des médecins, une pharmacie, un cabinet d'infirmières, réunis au même endroit. À l'époque, mais vous pensez, le mineur est prisonnier du système, il doit aller chez le médecin qu'on lui a désigné, il doit fréquenter la pharmacie qui est attenante et éventuellement se faire la piqûre par l'infirmière du secteur. Ouais, d'accord. Là aussi, les médecins libéraux, les pharmacies libérales ont œuvré pour que le régime minier disparaisse le plus vite possible de façon à récupérer la clientèle minière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec les fameux déserts médicaux? On voit des centres de santé ou des maisons de santé, suivant que c'est libéral ou que c'est public, envahir le territoire pour compenser, enfin essayer de compenser la désertification médicale. Un centre de santé aujourd'hui, c'est quoi? Dispensaire. C'est tellement vrai que le régime général, les gens du régime général fréquentent nos centres de santé, Filiéris. Donc c'est un petit peu fort de café de constater qu'on avait raison avant tout le monde, quoi. En plus de ça, c'est que ce régime minier était géré par des représentants des mineurs. Dans les conseils d'administration, outre le fait qu'il y avait des directeurs, bien sûr, de caisses qui étaient présents, au niveau parisien, des représentants des ministères, mais il y avait des représentants des mineurs. Donc une gestion très saine. D'ailleurs, la sécurité sociale s'est inspirée du régime minier. Alors, d'abord, je dirais qu'on a toujours un temps de retard sur nos amis chinois. On a pris conscience qu'il fallait du lithium et qu'il fallait créer des usines de piles, de batteries. Ça a été fait dans les Hauts-de-France. Le lithium n'est pas encore exploité en France. J'ouvre une petite parenthèse. Le lithium est une denrée très instable. Ça peut prendre feu spontanément au contact de l'air ou de l'eau. Donc il faut se méfier un petit peu de l'affaire.
usines à batterie dans les Hauts-de-France qui sont loin d'égaler, quoi qu'on y arrive à petit, la production en qualité des batteries chinoises. On a présenté, bien entendu, la voiture électrique comme la panacée et le remède à tout. On en est exactement au même raisonnement qu'avec le charbon. J'explique. L'Europe a fixé en 2035 la fin de la vente des voitures thermiques. C'est-à-dire que plus de moteur, plus de boîte de vitesse à fabriquer. Combien de personnes au chômage en plus? On ne sait pas. Mais ça commence à prendre des proportions assez inquiétantes. Si bien qu'il y a des constructeurs, pas français, mais étrangers, notamment les Allemands, qui disent que la limite 2035 sera impossible à tenir. Parce que on n'aura pas les capacités de remplacer comme ça, au pied levé, une industrie bien établie de construction mécanique par un truc, une construction de batterie, etc. Une voiture électrique est-elle la panacée? Il y a quand même un sacré problème au niveau des voitures électriques, notamment l'autonomie, qui n'est jamais celle annoncée par les constructeurs. Le problème de sécurité, je disais, le lithium est une denrée très instable. Il faut savoir aujourd'hui qu'une voiture électrique accidentée, donc une voiture électrique, c'est d'abord la batterie qui est disposée sous le plancher, pratiquement de l'avant jusqu'à l'arrière. Puisque pour augmenter l'autonomie, il faut augmenter le volume des batteries. Et donc évidemment, en cas de choc à l'avant, en cas de choc à l'arrière, la plupart du temps, la batterie est détruite. Certains constructeurs, dont Tesla, ne veulent pas qu'on touche à leur batterie. Donc ça nécessite automatiquement le remplacement de la batterie. Le coût de la batterie, ajouté au coût classique de la réparation carrosserie, à tous les coups, on dépasse la valeur vénale du véhicule, même des véhicules très récents. Des voitures dites écologiques, pour un choc à l'avant, porte à la casse. Le choc à l'avant se mesure maintenant au déploiement des airbags. Si les airbags ont déclenché, il y a de très fortes chances pour que la batterie à l'avant soit touchée. Et donc, automatiquement, la voiture est irréparable. Où est l'écologie dans cette histoire? En sachant aussi qu'un plein rapide effectué sur l'autoroute coûte aussi cher qu'un plein d'essence. Un plein de batterie, un plein d'essence, c'est pareil. Donc l'économie, évidemment, est quand on recharge à la maison, mais à la maison, on n'a pas une borne rapide qui recharge en 20 minutes. Bon, on a le temps, hein, pendant qu'on dort, ça peut charger.